Eh bien bonjour à tous mes passionnés, aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo sur le musicien Louis Armstrong et pourquoi ce dernier est considéré comme une légende de la musique. Louis Armstrong a longtemps prétendu être né le 4 juillet 1900, soit le jour de la fête nationale américaine, mais des recherches montrent que ce petit margoulin serait né le 4 août 1901 à la Nouvelle-Orléans et non le 4 juillet 1900. Mais ne pensez pas que sa vie est aussi drôle que cette histoire. Abandonné par son père, Louis Armstrong et sa sœur sont élevés durant plusieurs années par leur grand-mère et leur mère se prostituait pour subvenir à leurs besoins. Bref, on comprend mieux pourquoi il a fait du blues. Ensuite, Louis grandit dans une ville encore fortement marquée par les divisions raciales et animée par la musique. Il enchaîne les petits boulots pour vivre, comme vendeur de journaux, revendeur de restes alimentaires et a surtout de gros ennuis avec la police. Il commence à traîner dans des clubs, à écouter de tout, comme de la musique créole ou du ragtime, l'ancêtre du jazz. À 11 ans, il joue déjà de la musique dans la rue avec d'autres jeunes pour se faire un peu de moula. À 12 ans, il se dit « Tiens, si je tirais en l'air avec le pistolet de mon beau-père pour fêter le réveillon 1913 ?» Spoiler alerte, ne faites pas ça chez vous, il s'est fait évidemment arrêté par la police et envoyé dans une maison de correction. On aurait pu croire que la maison de correction allait être le début de sa fin, mais détrompez-vous, elle est au contraire déterminante pour sa carrière. Il rencontre là-bas un professeur de musique, Peter Davis, qui voit en lui un vrai talent pour la musique. Il sort du centre après 1 an et retrouve sa famille dans son quartier miteux. Mais cette fois-ci, il évite les mauvaises fréquentations. On va éviter de refaire 1 an de cabane, bien vu l'artiste. C'est le cas de le dire, artiste. Il travaille le jour comme charbonnier et le soir, il joue du cornet dans un club où il a été introduit par le percussionniste Black Benny, qui devient son premier mentor et lui servira de figure paternelle pendant toute son enfance. Armstrong joue dans des fanfares, des orchestres, dans des clubs, dans la rue ou sur des bateaux, alors qu'il ne sait même pas encore lire des partitions. Il improvise sans pression, ne soyez pas étonnés, c'est Armstrong aussi, pas votre oncle Michel. Armstrong écoute avec attention les musiciens plus expérimentés pour gagner une sorte d'XP. Et devient pote rapidement avec le trompettiste Joe King Oliver, l'un des musiciens noirs les plus hype de la Nouvelle-Orléans, qui le prend naturellement sous son aile vu son talent. Quand Oliver décide de quitter la ville avec la troupe de Kid Ory, où il jouait jusqu'à là, il présente Louis au chef d'orchestre. Armstrong intègre cet orchestre comme second, puis premier joueur de cornet. Il s'améliore avec le temps, arrive même à lire les partitions et collabore avec de nombreuses troupes. Il ne peut pas encore vivre de sa musique, mais se distingue déjà par son talent. Il introduit notamment des solos et ajoute des parties chantées qui vont lui faire une sacrée réputation. Louis Armstrong se marie en 1918, mais malheureusement, le bonheur ne dure qu'un temps et il doit se séparer de sa femme. Quand on vous dit qu'il n'a pas eu une vie facile, le pauvre. Un vrai bluesman. Il doit même par la suite éduquer seul son fils adoptif, déficient mental après une blessure à la tête. En jouant ensuite sur de nombreux bateaux du Mississippi, il développe ses capacités d'improvisation et gagne en référence. Il obtient notamment le surnom grâce à la taille de sa bouche de Satchel Mouth, littéralement bouche de sacoche. On pourrait notamment le comprendre sous la forme d'une énorme bouche. En 1922, Joe King Oliver invite Armstrong à le rejoindre à Chicago pour pouvoir se produire avec d'autres artistes sur scène. Armstrong quitte alors à contre-cœur la Nouvelle-Orléans, mais en réalité il s'avère être un excellent choix. Chicago est à cette époque une sorte d'Eldorado du jazz et son mentor Joe King Oliver avec son orchestre pèse pas mal dans le game et vont beaucoup l'aider. Il est enfin dignement payé et bien logé, et grand luxe, il a des toilettes personnelles. Louis Armstrong est alors second cornet de son mentor et multiplie les collaborations avec d'autres musiciens comme Ogie Carmichael et Big Spede. Il tombe ensuite amoureux de Lil Harding, pianiste dans l'orchestre de King Oliver, et va l'épouser le 4 février 1924. Elle va l'inciter à avoir plus d'ambition et à se détacher de l'influence de son mentor. Armstrong va suivre ses conseils par amour. Il va commencer à jouer de la musique dans des églises, à s'habiller très élégamment, et va même jusqu'à demander plus d'argent à son mentor King Oliver, qui le payait pas à la hauteur de son talent. Je pense que personne ne peut le contester. En 1924, Armstrong dit ciao à son mentor et part directement pour New York, où il va travailler dans l'orchestre de Fletcher Henderson. Armstrong s'adapte au style bien plus maîtrisé de sa nouvelle troupe et abandonne le cornet à piston pour la trompette. Grand tournant dans sa carrière et son histoire, il multiplie alors les enregistrements. Il travaille aussi avec de nombreux autres musiciens comme Sidney Beckett. Pour l'anecdote, après avoir été expulsé du Royaume-Uni pour cause de bagarres dans un hôtel, Beckett retourne aux États-Unis et s'installe à New York, où le pianiste Clarence Williams veut à tout prix le faire enregistrer, et en particulier aux côtés de Louis Armstrong. C'est ainsi qu'a eu lieu une première rencontre entre ces deux géants du jazz. Seul problème, sa femme n'est toujours pas contente de ses progrès et de sa carrière, et le pousse à retourner l'année suivante à Chicago, où le couple va fonder son propre orchestre, le Ling Harding Armstrong Band. Un peu long mais ça claque. Même si Armstrong enregistre sous son nom, il est contrôlé par sa femme qui est la véritable tête pensante et la manager du couple.
Vous vous en doutez bien, l'ambiance commence à être un petit peu tendue. Ils vont donc finir par se séparer à la fin des années 20, alors qu'au même moment, Louis Armstrong est en pleine expansion grâce aux différents enregistrements et ses différentes sessions avec d'autres musiciens. Entre 1925 et 1928, les albums d'Armstrong avec Hot 5 puis Hot 7 exposent au grand jour son talent et sa capacité d'improvisation. Il va enregistrer tous ses morceaux dans des ambiances frénétiques et parfois avec très peu de matériel. Ainsi, certains morceaux ne sont pas tout à fait parfaits et contiennent parfois des notes moins réussies que d'autres, même si c'est largement compensé par le talent de ses musiciens. Louis Armstrong commence à travailler avec le pianiste Earl Innes et fonde la troupe Louis Armstrong and His Stompers. Il va alors multiplier les prestations entre Chicago et New York, en jouant dans des clubs à la mode, souvent sous contrôle de la pègre. Il se produit ainsi au Sunset Coffee, tenu par le gang d'Al Capone, et au Coney's Inn, club du parent Dutch. Malgré des fréquentations un peu louches, mais plutôt normales dans le milieu à l'époque, il développe sa carrière en enregistrant de nombreuses interprétations chantées. Nennt mich behaven est sa première chanson véritablement populaire. Le succès commence à lui tendre les bras. Il s'ensuit Stardust, reprise de Hoagy Carmichael. Sometimes I wonder why I spend et Lazy River, reprise de Sidney Harrodin and Carmichael. Considérés comme de véritables réinventions de morceaux originaux. L'interprétation de Louis devient plus calme, plus posée et se rapproche de la perfection. Le musicien surdoué laisse sa place aux virtuoses et n'utilise presque plus les partitions initiales. Il ajoute aussi de nombreuses parties chantées ou semi-parlées et devient l'un des premiers innovateurs du jazz et l'un des premiers véritables jazzman solistes. Son style influence, révolutionne et contribue largement au développement du scat, un style vocal où les paroles sont remplacées par des onomatopées et des cymbales. Cependant, rappelez-vous, comme tout bon bluesman qui se respecte, les ennuis ne sont jamais vraiment loin. La crise de 1929 touche rudement le milieu musical et Armstrong a des problèmes avec la mafia. Harcèlement, raquettes et même pression. Pas cool l'ambiance, vous l'aurez compris. Il quitte alors les États-Unis et profite de l'occasion pour faire sa tournée européenne durant laquelle il peut jauger la popularité mondiale du jazz. En 1942, il se produit au Royaume-Uni devant le roi George V, mais vous le connaissez, il est un peu trop détente. Et devinez quoi? Bingo. Il va encore glisser, en lâchant sans aucune pression au roi, This One's for You Rex. Bref, ce type est réellement une légende. On le rappelle, à cette époque, il fallait s'adresser au roi avec des titres bien particuliers pour montrer son respect. Et bien pour Armstrong, apparemment c'est pas vraiment le cas. C'est à cette époque que son surnom de Scatch-Hellmouth devient Satchmo, après avoir été déformé par un journaliste britannique. Malgré sa popularité, Armstrong ne reçoit pas tous ses royalties et finit par découvrir que son manager l'a mis dans une situation financière désastreuse, accumulant au passage des contrats hasardeux. Belle enflure celui-là. Un nouvel agent, Joe Glazer, le tire d'affaire tout en négociant avec les racketteurs de la mafia. On peut dire que c'est un héros qui porte pas de cap. Une fois tout réglé, Armstrong essaye de plus en plus au chant, ses mains et ses lèvres ayant durement souffert de son maniement frénétique de la trompette. Il continue d'apparaître dans des films où il fait mouche en acteur comique, et en 1937, il est le premier artiste noir à animer une émission de radio diffusée sur tout le territoire des États-Unis. Et ça, on peut le parier, vous ne le saviez pas. Le Armstrong Big Band continue de tourner, réalisant parfois jusqu'à 300 concerts par an, ce qui est complètement lunaire par rapport aux standards d'aujourd'hui, et en fait de Satchmo une star absolue et incontournable du jazz. Respect frérot. Sa popularité dépasse les barrières raciales de l'époque. Il influence alors autant des artistes blancs, comme Bing Crosby, que des artistes noirs comme Miles Davis. À cette époque-là, seul lui avait ce pouvoir. Comme quoi, la musique peut guérir le monde. Après 1945, le swing décline lentement et les orchestres rétrécissent. Le manager de Louis Armstrong suit le mouvement en remplaçant en 1947 le Big Band par l'ensemble All Stars, avec Louis Armstrong en vedette aux côtés de nombreux musiciens comme Earl Innes au piano puis Marty Napoleon qui le remplacera et Edmund Hall à la clarinette. Un roulement de ces effectifs permet au groupe de se renouveler constamment en conservant sa fraîcheur tout en lançant de nombreux talents. Louis Armstrong fait alors la couverture du Time Magazine en 1949. Il enregistre de nombreux duos avec des chanteurs comme Bing Crosby, Louis Jordan ou Gary Crosby, renforçant encore sa popularité par des collaborations avec des artistes blancs. Il continue ses apparitions au cinéma, souvent dans son propre rôle. En 1950, on le voit ainsi donner la réplique à Fernandel dans le film « Je suis de la revue ».
Armstrong est désormais l'un des musiciens les plus célèbres du monde et un parrain du jazz. Bref, il a plié le game. En 1956 et 1957, il collabore avec Ella Fitzgerald sur 3 albums mémorables de duo, dont le plus célèbre demeure Porgy and Bess. If you can keep me, I wanna stay. Considéré comme un ambassadeur culturel de premier plan pour les États-Unis, Armstrong fait de nombreuses tournées organisées en concours avec le département d'État américain pendant la guerre froide, notamment en Europe, en Afrique et en Asie, et reçoit même le titre d'ambassadeur Satch. Avec l'âge, il se produit de plus en plus en tant que chanteur, enregistrant des standards de premier plan comme Hello Dolly en 1964 ou What a Wonderful World en 1967, sans doute son morceau le plus écouté et radiodiffusé en Europe. Avec ce morceau, il connaît à 63 ans la suprême satisfaction de détrôner les Beatles du sommet du hit parade américain. Et à ce moment, c'est une sacrée performance. Cependant, la santé de Louis Armstrong le rattrape. Malade du cœur, il limite ses concerts à partir de la seconde moitié des années 1960, mais reste tout de même plus actif que bien d'autres artistes et fait des fréquents séjours à l'hôpital. Le 6 juillet 1971, il finit par s'éteindre dans son sommeil à son domicile new-yorkais. 11 de ses chansons ont depuis été écrites au Grammy Hall of Fame, ce qui reste un honneur certes important, mais trop modeste au vu de son immense carrière qui aurait réussi à devenir le visage d'un genre musical tout entier. What a Wonderful World, soit Quel beau monde en français, est une chanson écrite par Bob Phil et George David Weiss et sort en single en 1968. Elle est introduite notamment au Grammy Hall of Fame en 1999. C'est la seule ballade pop contemporaine dans la discographie de Louis Armstrong qui ne devait même pas voir le jour. Effectivement, elle était proposée à l'origine à Tony Bennett qui l'a malheureusement pour lui refusée. Louis Armstrong n'a été payé que 250 sessions pour enregistrer cette chanson qui a connu un si grand succès. Au moment de l'enregistrement, Larry Newton, directeur du label ABC, a essayé de s'interposer, trouvant le rythme trop lent et éloigné du dernier succès de Louis Armstrong, Hello Dolly. Il a fallu donc sortir ce dernier du studio et l'enfermer dehors. Malheureusement, la chanson n'a pas connu un véritable succès aux États-Unis avec moins de 1000 exemplaires vendus, parce que celui-ci, n'ayant pas aimé la chanson, n'a pas voulu la promouvoir. Ce titre a été composé dans un moment de l'histoire américaine politiquement très tendue. Les États-Unis sont en pleine guerre du Vietnam et la ségrégation fait souffler un vent de révolte avec comme climax la mort en 1968 de Martin Luther King. Il est alors censé apporter un petit peu de paix et d'optimisme dans une période troublée. En 1988, l'enregistrement de Louis Armstrong de 1968 a été utilisé dans le film Good Morning Vietnam et a été réédité en single, atteignant la 32e place du Billboard Hot 100 en 1988. Le single a aussi été classé à la première place pour la quinzaine, se terminant le 27 juin 1988 dans le classement australien. À travers ses paroles, le narrateur expose son quotidien grâce à des objets et des paysages qu'il admire, notamment dans le refrain « Et je pense en moi-même, quel monde merveilleux, also, and I think to myself, what a wonderful world ».